Je vais donner la parole à Sherry Simon, qui est fort connue. J'ai beaucoup de plaisir à la présenter. Sherry Simon est professeure au département, ce n'est plus le département d'études françaises, à Concordia, et résonance médiatique, je crois. C'est le programme de maîtrise. Voilà. Alors, programme département d'études françaises de l'Université Concordia. Sherry Simon a écrit de très nombreux livres. Elle est l'une des auteurs les plus prolifiques dans le domaine de l'essai au Québec. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur la traduction, sur les problématiques identitaires, sur la littérature québécoise. Et elle a fait paraître il y a peu un ouvrage qui a été couronné par des prix littéraires qui a pour titre Translating Montreal, qui est traduit ou sera publié sous peu sous le titre de Traverser Montréal aux éditions Fides. C'est un superbe ouvrage. Je lui laisse la parole. Merci. Au premier jour du printemps 2000, le romancier et essayiste André Carpentier entreprend un projet qui aboutira à l'essai Ruelle, jour ouvrable, publié en 2007. Il s'agit d'un recueil d'observations recueillies sur le vif, admirablement rédigé, produit de ses flâneries quotidiennes dans les ruelles de Montréal. Autant qu'une collection de réflexions, de perceptions justes sur la vie quotidienne dans ces espaces mi-publics, mi-privés que sont les ruelles, il s'agit d'un aperçu sur la vie montréalaise qui est d'une originalité percutante. En effet, Carpentier nous introduit dans un espace où s'entremêlent présent et passé, où la banalité du quotidien se révèle d'une profondeur insoupçonnée. Profondeur à entendre dans un sens métaphorique, mais aussi littéral, et je cite, « Il arrive parfois dans une rue attaquée par les démolisseurs que j'aperçoive de mon véhicule par la trouée d'un terrain vague, la face cachée de cette rue en gain de prospérité, c'est-à-dire sa ruelle, avec sa géographie de l'autre monde, son sillon crevassé, ses déchets, son réseau chaotique de vieux, de travailleurs, d'ados en voie de formatage, de gamins excités par un ballon roulant dans le débris. Qu'en est-il, je cite toujours, qu'en est-il de ces ruines et fragments de mémoire réunis sous le béton de cette terra incognita, sous l'asphalte et sous les maisons, les hangars, les garages, sous le bois traité et le carrelage des terrasses? Toutes ces ruelles, ces coins d'allées ont été des territoires de chasse, des lieux de ferme, des sentiers. Il y a un vaste passé sous le béton des villes dont on a perdu conscience. C'était la citation. L'histoire qui est portée par les ruelles n'est pas celle des grands événements reliés à des noms propres, comme ceux qu'affichent les rues de la ville, ou les monuments grandioses des squares et des parcs, mais bien cette murmure du quotidien et de l'anonyme qui constitue une trame parallèle dans la vie de la ville, murmure équivalente à celle inscrite sur les plaques de Gilbert Boyer, ce sculpteur qui a apposé à certaines maisons du plateau Mont-Royal, mais aussi sur le sol du Mont-Royal, des plaques en marbre où sont inscrites non pas des paroles solennelles du genre « un tel a dormi ici », mais bien des veloutes de conversation évoquant une rencontre manquée ou une conversation accompagnant une promenade sur le chemin serpentin menant au sommet. Ces phrases définissent la montagne, les phrases de Gilbert Boyer, comme un espace où les déclarations officielles et les monuments aux gloires locales ne sont pas de mise, un espace qui a toujours résisté à toute prise de contrôle. La montagne a toujours conjuré les hégémonies idéologiques, tout comme elle a pu échapper à des dizaines de projets grandiloquents qui auraient altéré son identité. Les mots de Boyer, que tous et chacun auraient pu prononcer, s'intègrent dans les gestes fluides, peu mémorables, de la vie quotidienne. Ces plaques auraient plu à Frederick Law Olmsted, celui qui a conçu le parc du Mont-Royal, qui s'opposait à l'érection de monuments et à l'affichage de paroles officielles dans ces parcs. Ces disques suscitent une attitude d'observation intéressée, de camaraderie détendue. En ce sens, elle s'apparente au genre de poésie que Olmsted lui-même a voulu écrire dans l'aménagement de ce paysage, poésie qui devait se détacher de la prose de la ville.
C'est dire que le recueil de Carpentier, qui s'appelle Ruelle, participe à ce mouvement anti-monumental que l'on voit aujourd'hui de plus en plus dans l'art public. Marquer le territoire n'est plus toujours une histoire de gestes héroïques, de noms propres, d'événements patriotiques ou épiques. Marquer le territoire est plutôt, suivant Benjamin et de Certeau, une invention du quotidien. Ceci dit, on ne peut pas faire abstraction du fait que ces interventions dont j'ai parlé, les ruelles de Carpentier, les plaques de Boyer, que ces interventions sont en français. Et du fait même participent à un jeu d'occupation territoriale qui caractérise la ville de Montréal depuis ses débuts. La langue est une forme de marquage, de branding, comme disent les experts du design. Dans l'espace montréalais, la langue ne peut pas être neutre. Elle déclare son pouvoir symbolique. Dans ce sens, même les ruelles paisibles de Carpentier interviennent dans une histoire conflictuelle, puisqu'elles dessinent une certaine géographie de la ville, l'Est plus que l'Ouest, avec des petites percées vers le multicolore par extension. La géographie mise en mots, que ce soit dans l'essai ou le roman, a bien plus que valeur narrative. Les déplacements des personnages d'un quartier à un autre a une signification liée à l'histoire de la ville. Une histoire conflictuelle dans toutes les villes, due à des divisions de classes et des groupes ethniques, mais compliquée et intensifiée à Montréal par le clivage linguistique. Ainsi, l'histoire littéraire et culturelle de Montréal est dominée par la division Est-Ouest qui a longtemps séparé la ville francophone de la ville anglophone. Cette séparation pluriséculaire qui confère à la ville son caractère surprenant, aussi extraordinaire que malheureuse, disait Stephen Leacock, a longtemps servi de clé à la perception de la ville par elle-même. Le trajet reliant ces deux mondes le long de la rue Sainte-Catherine ou de la rue Sherbrooke est décrit dans maints romans, issus des deux cultures, axés sur le conflit entre le fait français et le fait anglais. L'autobiographie linguistique de Jean Forêt, Le mur de Berlin PQ, en est un exemple emblématique, mettant en scène les inégalités d'un côté à l'autre de la frontière linguistique. Forêt dépeint la détresse du déplacement forcé de l'Est vers l'Ouest, du français vers l'anglais, le stress de la traduction qui s'apparente à une invasion, une notion qui exprime bien le titre du roman de Carole Corbeil, Voice Over, traduit en français par voix off, mais le voice over donne beaucoup plus cette idée de suppression. L'inégale disposition des langues entraîne l'étouffement justement de l'une par l'autre, sa réduction à un murmure à peine audible. L'histoire racontée par Forêt est un récit tragicomique d'une existence menée dans un monde bilingue où tous les événements importants arrivent en traduction. C'est une histoire de haute trahison, de autodéfense, racontée sur le divan d'un psychiatre. Une tentative de reconquérir le sens des mots tout en prenant possession de la ville. Le problème des, je cite, noms qui trahissent, des mots qui ne collent pas, des repères qui trompent, selon Pierre Neveu, a été particulièrement ressenti par les écrivains de la Révolution tranquille, marqués par l'interprétation coloniale de la situation québécoise, moment historique fondamental dans l'appropriation de Montréal par l'écriture et l'imaginaire québécois. La prédominance de cette fracture idéologique a marqué l'imaginaire de la ville, imposé une certaine conception des identités en occultant d'autres. Par exemple, la perspective de l'axe nord-sud offre une certaine vision de la ville qui n'est pas celle de l'axe est-ouest. Les frontières de classe et de race l'emportent alors sur la division linguistique entre le français et l'anglais, bousculant les stéréotypes sur la répartition géographique des anglophones riches et protestants et des francophones pauvres et catholiques. Ce sont les Irlandais, en fait, qui défaisaient cette symétrie, étant majoritairement anglophones, catholiques et pauvres. En outre, il y avait la communauté noire de la Petite Bourgogne, et là je parle des années 50 et 60,
fortement anglophone et également pauvre, et qui comprenait par ailleurs des immigrants francophones des Antilles. Ces réalités ne correspondaient pas à la conscience qu'avait d'elle-même la ville, habituée à associer anglais aux riches, français aux pauvres. Dans le roman The Loved and the Lost, l'écrivain Morley Callahan, en 1951, fut parmi les premiers à traiter de façon inhabituelle les complexités de l'histoire de Montréal. Il se concentrait sur le secteur des boîtes de nuit de la rue Saint-Antoine tenues par les Noirs, révélant la vie effervescente qui s'y déroulait tout en abordant les questions de race à Montréal. Cette évocation significative parmi les premières de cette question longtemps ignorée autant dans les textes en français qu'en anglais, fournit les éléments essentiels d'un drame moral, la corruption et le racisme de l'élite de Westmount, contrastant avec l'honnêteté, l'ouverture et le courage moral plus grand qui caractérise le monde d'en bas. On trouve cette résonance emblématique de la division entre haut et bas dans pratiquement tous les commentaires concernant le sud-ouest industriel. Toutefois, malgré son importance dans l'histoire économique de Montréal, cette division haut-bas, nord-sud, n'a pas joué un rôle déterminant dans l'imaginaire littéraire. Peu d'œuvres romanesques, à part les exceptions notables, celles très très connues, Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, et celui que je viens de mentionner de Morley Callahan, The Loved and the Lost, peu de romans ont exploité le spectaculaire dénivelé entre montagne et fleuve, entre nord et sud. Tout le reste de l'imaginaire concentré sur l'axe est-ouest. C'est confirmé que les géographies, je rappelle géographie, ça veut dire il y a déjà de l'écriture dans la géographie, graphie. Les géographies romanesques ont beaucoup plus que valeur mimétique. Elles inventent bien plus qu'elles ne représentent. Il y a des angles morts dans la vision romanesque qui empêchent parfois de voir, d'entendre certaines réalités du quotidien. Raison du plus qui fait que la question de l'occupation territoriale du français à Montréal reste une question d'actualité, où se jouent des considérations socio-démographiques, le déplacement des populations francophones vers l'ensemble de l'île, le surgissement de nouveaux quartiers multiculturels tels que Côte-des-Neiges et Montréal-Nord, mais aussi des considérations de type idéologique et historique. C'est dans ce contexte que je viens de mettre en place qu'on appréciera le foisonnement de sites et d'imaginaires urbains déployés dans la fiction récente. Et je ne mentionne rapidement que quelques romans. L'évocation de la Côte des Nègres de Mauricio Segura, qui fait référence évidemment à Côte des Neiges. La Petite Italie dépeinte par Nicolas Dickner dans Nikolski. Le Côte des Neiges toujours de la Brûlerie d'Émile Olivier. Le Montréal-Nord d'Avril ou l'Antipassion de Antonio d'Alfonso. La Petite Bourgogne qui paraît, c'est pas clair exactement le quartier, mais dans Borderline de Marie-Cécile Abrèche. Le Maëlène qui paraît dans le roman de Lise Tremblay, La danse juive, et aussi chez Myriam Baudouin qui se promène chez les Chassidim dans le Maëlène, et aussi de la banlieue plutôt dépravée dans le roman D de Michael Delisle. Donc on constate que le roman francophone de Montréal n'accepte plus les confins géographiques de l'Est. Il se promène un peu dans tout Montréal, se sentant à l'aise là où il atterrit. En passant, le roman anglophone se déplace lui aussi beaucoup. Dans le Myland de Zoe Whittall, ou encore dans le flux géographique assez spectaculaire de Lullabies for Little Criminals, traduit par Ballade de bébé, de Heather O'Neill, ce roman qui a fait beaucoup parler de lui, et qui est un récit tout à fait anglophone dans la mesure où ce livre est écrit par une anglophone, Heather O'Neill, et anglophone donc, mais dont les repères géographiques de Montréal sont très intéressants. Il y a un flou géographique, on sait, ça se passe pour la plupart sur la frontière mythique de Saint-Laurent et Sainte-Catherine,
mais cette jeune fille de 12 ans anglophone a un père qui s'appelle Jules, dont le village natal s'appelle Val-des-Loups, et qui cite Régent du Charme, la vallée des avalées. Donc, c'est déjà intéressant parce qu'on voit que le roman anglophone n'est plus tout à fait anglophone dans le Montréal d'aujourd'hui. Ce sont les frontières géographiques autant que linguistiques qui sont désorientées. Alors, ce décloisonnement des espaces identitaires n'annonce pas une ville libre de frontières, loin de là, mais plutôt la reconstitution des frontières autour de catégories identitaires nouvelles. De la même façon, le contact des langues, qui est inévitable à Montréal, produit lui aussi de nouvelles formes d'expression. La ville multilingue nourrit à la fois des formes qu'on peut appeler contre-linguales et inlinguales d'expression. Alors, le film court produit par Atom Egoyan, le cinéaste de Toronto, pour la création collective en 91, Montréal-Vue-Port, est tout entier focusé sur les pictogrammes. Le film qui s'appelle En passant évoque un Montréal où le langage semble avoir été aboli et où la communication est assurée par des signes, des signaux et des pictogrammes de plus en plus déments. Dans son classique singulier que vous connaissez peut-être, le film de Robert Morin, qui s'appelle Yes Sir Madame, décline le bilinguisme à la fois comme thème et comme manière. Le film présente une parodie du bilinguisme canadien, se déroule surtout à Montréal, où le narrateur bilingue peut tirer des avantages économiques de sa maîtrise des deux langues, devenant annonceur bilingue dans un club de strip et même commentateur bilingue pour les courses de chevaux. Vous vous souvenez, je ne sais pas si ça existe encore, ces commentaires bilingues qui se faisaient dans un seul flot de commentaires passant d'anglais à français. Il arrive, il faudrait... Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est mis en scène de façon très comique dans ce film de Robert Morin, Yes Sir Madame. Je vois que le temps passe, alors je voulais donner quelques exemples, donc, à la fois Robert Morin, son film vraiment extraordinaire qui s'appelle Yes Sir Madame, qui se déroule dans les deux langues, mais aussi de ce fameux exemple Bon Cop, Bad Cop qui vient de paraître, qui était, disons, une production inévitable. Il fallait que quelqu'un fasse un film comme ça. Un film qui n'a pas une intrigue très intéressante, mais pour lequel tout l'intérêt se passe dans le dialogue entre les langues. Et il est très évident que la réception de ce film a été la plus chaude à Montréal même si c'est un film qui se passe dans un dialogue entre l'Ontario et le Québec. C'est un film montréalais, il n'y a pas de doute, et le public montréal l'a reconnu. Alors, cette mise en scène comique de la traduction tranche avec une longue histoire où l'échange linguistique figure plutôt sous un angle négatif. Encore aujourd'hui, certaines institutions et communautés de Montréal se tournent le dos, évitant la conversation, gardant en vie ce que Jean Forêt a appelé le mur de Berlin PQ. Ces séparations persistent, mais par ailleurs, la diversité culturelle et linguistique de Montréal ne cesse de s'accentuer, la géométrie et l'intensité des échanges à Montréal de se compliquer. Cela se voit dans les jeux interlinguistiques qu'on peut trouver aussi dans les romans, par exemple, de Nicole Brossard ou dans la poésie de Jacques Brault. Alors, je termine. Qui parle je termine. Qui parle pour Montréal alors que l'imaginaire de Montréal continue de s'exprimer en français? Il est curieux de constater que le double imaginaire de la ville continue d'exister, puisque, comme dans les belles années de l'écriture anglo-montréalaise, les années 40 et 50, où il y avait les Cohen, Richler, McLennan, Graham, Gallant, l'écriture de langue anglaise à Montréal vit une éclosion spectaculaire. Le seul nom de Rowie Hadge, gagnant du prix Impact l'année dernière, l'un des prix les plus importants à l'échelle internationale, suffit à évoquer la force de cette écriture. On peut supposer que Hadge est un écrivain anglophone un peu par hasard, immigrant libanais qui a migré du côté anglais,
alors que son compatriote, Wajdi Mouawad, comme on le sait, est un dramaturge francophone. On peut dire que c'est dans les ondes de contact de Montréal aujourd'hui que s'exprime de la manière la plus saisissante sa réalité, dans les ondes de contact où les cultures interagissent le plus intensément et où la traduction ne peut plus accomplir son travail habituel. Ces formes de traduction déviantes, tout comme les formes ironiques de langage monumental de Gilles Verboyer et de André Carpentier, sont peut-être celles qui saisissent le mieux l'esprit de Montréal aujourd'hui, où les différences avec un majuscule se réduisent tranquillement à des simples différences, petit d. Merci. Effectivement, vous avez raison, et c'est vrai, Ville-Marie, je donne un cours sur Montréal cette année, et j'ai été frappée de constater à quel point ces dénominations Ville-Marie et Montréal, j'aurais eu dans la tête qu'on passe de l'une à l'autre. Mais en fait, ça s'appelait Montréal avant. Alors, c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, quand je dis Montréal, pour moi, c'est la ville double. Pardon? Oui, oui, d'accord. En tout cas, oui, je parle effectivement de la ville à partir de 1760, et je connais peu les interactions de langue dans les années précédentes, et je serais curieuse d'en savoir davantage. D'accord. Merci pour la précision. Oui, chérie, je trouve ça très intéressant ce que tu dis à propos de tous ces rapprochements qui s'effectuent entre les écrivains de langue anglaise, de langue française, les représentations qui se déplacent. De ce point de vue, les écrivains sont toujours en avance sur l'institution elle-même. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra arriver à concevoir la littérature québécoise comme d'un seul tenant, capable d'intégrer toutes ces manifestations-là? Je te parle d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire autant du point de vue éditorial que du point de vue de la critique. Oui, c'est une excellente question. Enfin, je pense qu'il faut préciser de quel point de vue, parce que je pense que beaucoup de changements ont déjà eu lieu dans l'institution littéraire officielle pour intégrer des écrivains anglophones, enfin même les ennemis historiques comme Mordecai Richler est devenu un écrivain québécois. Enfin, je pense que beaucoup de changements ont eu lieu de ce point de vue-là. Moi, je pense que la chose qui a beaucoup changé chez les anglophones de Montréal, d'après moi, enfin c'est ma position, c'est que l'écriture anglophone de Montréal est maintenant reconnue comme une écriture minoritaire d'une ville francophone. Il faut d'abord dire que Montréal est une ville francophone. Ça se passe en français. La matrice culturelle de la ville est une matrice francophone. De là, à partir de cette constatation, à partir de ce moment, on peut parler d'écriture anglophone qui a droit de citer, tout à fait, c'est une minorité historique tout à fait importante,
mais qui s'écrit en dialogue ou en conscience de ce fait francophone. Alors vous avez des écrivains, tout à fait, Rawi Haj, je l'ai mentionné, c'est un écrivain libanais de premier ordre, hein, et qui vient de sortir son deuxième roman. Il parle parfaitement le français, c'est un Libanais, qu'est-ce que vous voulez, enfin d'origine. Donc c'est quelqu'un qui est intégré à tous les niveaux. Je ne sais pas de quelle façon il se définit. Il continuera d'écrire en anglais, mais ça ne l'exclut pas de la collectivité. C'est plus les anglos d'avant, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les anglos d'avant. C'est pas être un anglo. Même la définition de la langue, je pense, c'est plus. Il y a deux anglais à Montréal. Il y a l'anglais historique qu'on identifie aux droits et aux institutions anglo-montréalaises, mais il y a aussi l'anglais international. Rawi Haj, il n'écrit pas l'anglais de Montréal, de Protestant School Board. Non, il écrit dans un anglais international. Et ça, c'est un fait qui est indéniable. Je veux dire, l'anglais international est partout, que ce soit au Québec ou que ce soit en France. Vous avez l'anglais international. Donc, c'est une autre définition. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi ces rencontres. La littérature qui s'écrit à partir de la rencontre, à partir de ce qu'on peut appeler les ondes de contact. Et là, vous avez, comme Heather O'Neill, qui écrit un roman en anglais, mais qui est imprégné de cette incertitude linguistique. C'est formidable. Je veux dire, c'est vraiment intéressant comme changement. On n'habite plus en anglais comme on pouvait habiter autrefois. Tout à fait. D'ailleurs, je me souviens toujours c'était quoi Autant de façons d'être québécois de Gérald Godin. Il fallait d'abord passer par les noms anglo pour ensuite arriver aux anglos. C'est-à-dire, d'abord, on passe par les autres, parce que les anglos, on ne voulait pas en savoir. Et puis après, les anglos rentrent à la suite. Je suis tout à fait d'accord. L'ouverture se fait par les immigrants ou les autres d'autres langues et se prolonge. Les anglos profitent de cette première ouverture de l'institution dont on va parler maintenant justement et dont Simon évidemment a dit des choses lumineuses parce que on peut aussi questionner pourquoi cette ouverture vers l'autre a pu arriver à ce moment et de cette façon et à partir d'un engouement tellement débordant. Et bon, maintenant qu'il est question des anglos, il y a eu des numéros de voix et images, etc., qui institutionnalisent et légitimisent le rapport à la langue anglaise. Mais ceci dit, il ne faudrait pas que... Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que nous sommes dans un univers francophone d'abord et que cette ouverture est possible seulement à partir d'un certain niveau de confiance et d'autonomie.